On a presque tous vu ces tristes minutes de confrontation entre paysans et CRS lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé au salon de l'agriculture. Ces images vont laisser des traces. Sont-elles révélatrices ou non de la fin du système paysan ? Le sujet que je vous propose aujourd'hui dans Nexus est directement lié à ce qui s'est passé au salon et à la crise paysanne en général. Restez avec moi jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi. Cet homme que je suis allé voir s'appelle Christian Jouot. Il ne porte pas un masque pour se protéger du Covid, il porte un masque parce que son système immunitaire est en très mauvais état. Pourquoi son système immunitaire est-il gravement atteint? Parce que durant des années, comme enfant de paysan, puis ensuite comme paysan lui-même, Christian a utilisé des quantités de pesticides. Son épouse en est décédée et lui-même est aujourd'hui gravement atteint. Il est atteint d'un cancer de la prostate et d'une leucémie. Là, j'ai eu une première chimio qui a été sans résultat, c'est-à-dire que le cancer a continué de vivre sa vie, on va dire. J'en ai eu une deuxième où le résultat est mieux, mais pas terrible encore. Et là, j'ai une troisième chimiothérapie à la maison, à base de cachet, là. Et là, j'ai encore 9 jours de chimio. Alors, pourquoi je porte un masque? Parce que ça fait maintenant 3 mois que je n'ai plus de système immunodéfensif efficace. J'ai été au contact de produits qui sont relativement dangereux, y compris les glyphosates qui sont... Enfin, glyphosate et bien d'autres, Lasso, Tolcan, j'en passe des meilleurs, qui contiennent aussi des excipients qui sont bourrés de benzène. Et j'ai travaillé, et puis une quantité de perturbateurs endocriniens qui sont à la source de cette maladie-là. Et d'ailleurs, le lien entre la maladie et les pesticides est fait, puisque la leucémie est inscrite au tableau numéro 19 des maladies professionnelles à la MSA. J'avais 9-10 ans, la première fois que j'ai vu les pesticides chez mes parents, c'était quasiment miraculeux. Je me rappelle encore de mon cher papa qui disait « C'est fantastique, on a fait du maïs et on a le désert et le maïs ». Enfin, il sous-entendait qu'il ne restait plus que le maïs, que tout le reste, alors qu'avant, on passait un temps infini à arracher des betteraves, des choux, à planter les betteraves, les choux, et puis après on binait, il y avait beaucoup de travail. Et là, il expliquait à tous ses copains qu'il avait labouré, qu'il avait bien préparé son sol, qu'il avait fait semer du maïs et qu'il avait utilisé, à l'époque, c'était de l'atrazine, quoi. Et puis, c'était une variété qui s'appelait les RA 258. Il y avait un maïs qui était fantastique, qui était énorme. Et on passait après beaucoup plus de temps que maintenant, parce que la première ensileuse qu'on avait, elle ne faisait qu'un rang, on faisait 9 heures hectare. Mais enfin, on avait un tas de fourrage assez conséquent et qui nous avait demandé beaucoup moins de mal que tout ce qu'on faisait avant, quoi. Et donc, c'était chez nous, ça a été le début de l'arrivée des pesticides. Après, on les a utilisés dans les céréales pour désherber. Moi, au début, quand j'étais gamin, je me rappelle, je savais de jalon dans le champ. C'est-à-dire que le pulvé passait, je me mettais à la limite d'où il venait de passer, et puis il revisait c'était un entrepreneur c'était un marchand d'engrais qui avait installé une Jeep avec un pulvé dessus. Et puis après, on traversait la partie qu'il venait de traiter, on se remettait en bout, et puis comme ça jusqu'à ce que le champ soit complètement traité, quoi. Et donc ça a été mon premier contact avec les produits phytosanitaires. Enfin, moi, je préfère dire les pesticides, Et ensuite, mon père s'est équipé avec son frère de matériel pour étendre les pesticides. Donc je le faisais à l'époque où nous on avait un petit vent d'œuf sans cabine, sans rien. On le faisait torse nu quand il faisait très beau, avec le vent dans le dos. Et puis je me rappelle avoir utilisé par exemple des colorants nitrés qui sont d'une saloperie, qui ont été très rapidement interdits, mais qu'on a utilisé quand même pendant au moins 10-15 ans. Et puis, je le faisais, mais sans aucune précaution. Vous avez entendu comme moi, Christian Jouot répandait des pesticides sans aucune précaution. Pourquoi? Parce qu'on vendait aux paysans des produits soi-disant miracles, sans préciser les dangers considérables que cela représentait, et pour eux, et pour la terre. On change d'endroit. Je vous emmène maintenant chez Christophe Biteau. Christophe est arboriculteur bio, il s'est installé dans un très bel endroit au sud de Rennes en Bretagne. L'année dernière, son verger a été complètement dévasté par une projection de pesticides. Le paysan d'un champ voisin au sien a épandu des produits toxiques en plein mois de mai, en pleine période de floraison. Donc ce qui s'est passé en mai, c'est que ce bouton-là, il y a ses feuilles qui sortent, qui l'alimentent, et ces feuilles ont été intoxiquées par des pesticides. Le bouquet floral, mal alimenté par des feuilles qui sont en train de mourir, fait que les floraisons tombent au sol. Et ça se fait en 8 jours. En 8 jours seulement? En 8 jours. Moi, normalement, j'ai une floraison qui dure 2 mois. Mon apiculteur, parce que maintenant j'ai un apiculteur qui s'occupe de mes ruches,
Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai amené les ruches la semaine dernière et il n'y a plus de fleurs. Les 3/4 des gens vous disent mais c'est pas grave, c'est rien du tout. Sauf que chez moi, c'est 750 tonnes de pommes qui étaient escomptées à 300 € la tonne. Ça fait 200 000 € de foutu en l'air. Redressement judiciaire, tout ce que ça implique derrière, des problèmes familiaux, faut bouffer, faut payer ses cotisations. Pour exemple, voilà à quoi ressemblaient les feuilles des vergers de Christophe Biteau. Les feuilles sont noires et desséchées. Fort heureusement, le pesticide épandu dans le champ voisin ne s'est pas attaqué aux arbres ni aux branches, mais seulement aux feuilles. Je vous montre maintenant les analyses qui ont été réalisées par un laboratoire indépendant sur un échantillon de feuilles provenant de son verger. Il faut savoir que, dans le cadre d'une analyse comme celle pratiquée sur les arbres de Christophe, on a fait une recherche sur 560 molécules. Dans son cas, on en a trouvé 4, parmi lesquelles du bénoxacor, une molécule servant à désherber le maïs. On en a retrouvé 2,3 mg par kilo au lieu du seuil minimum de détection qui est de 0,010. On a également trouvé du métolachlore, 34 mg par kilo au lieu de 0,010. Il faut savoir que certains produits sont tellement présents dans l'environnement que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a augmenté ses seuils de détection de produits chimiques afin de les rendre plus acceptables. On ne devrait tout simplement trouver aucune trace de produits chimiques car, je le rappelle, Christophe Biteau est installé en bio. Cette vidéo est gratuite, alors si vous voulez avoir du contenu gratuit, abonnez-vous, continuez à vous abonner à notre revue, c'est notre seule ressource. Ce qu'il y a d'invraisemblable dans le dossier de Christophe Biteau, c'est que pour se protéger des pesticides, il a voulu récupérer une terre sur laquelle un paysan travaillait non en agriculture bio, mais en conventionnel. Écoutez donc la suite. Ici, cas d'école, 2015, j'ai du blé et je perds mon certificat bio et ces terres-là étaient disponibles. J'ai donc fait une demande d'autorisation d'exploiter à la propriétaire et au contrôle des structures. Je l'ai obtenu, justifié par le fait que cette parcelle-là, compte tenu de son historique, n'avait pas été faite en conventionnel, mais en bio, parce qu'au milieu d'une ferme en bio. C'était une simple logique. J'ai dû me battre de 2015 à maintenant pour faire statuer sur le fait qu'il y avait une exploitation illégale de ces terres-là. Parce qu'elle était au milieu de mes parcelles, et sans autorisation d'exploiter. Ils ne l'avaient pas. J'ai appris il y a peu de temps qu'en fait, la DDTM, à ma demande, puisque je le dénonçais comme exploitant illégal d'une terre, donc a demandé à ce monsieur de se mettre en règle avec la législation. Il a eu le droit de refaire une autre demande d'autorisation d'exploiter, que j'ai pas eu, pour lequel on m'a pas averti, et 2 mois après, il l'a eu. Donc j'ai plus rien à dire, il est en règle maintenant, il a le droit de me polluer autant qu'il veut. Les questions liées aux pesticides sont multiples. Nous pourrions en parler durant des heures. Cette question, au moins, que deviennent les pesticides après avoir été épandus sur les plantes, sur les arbres et sur les sols? Voici la réponse d'Henri Bunel. Henri Bunel est membre du collectif de soutien aux victimes des pesticides. Ça va dans le corps des gens, que ce soit les agriculteurs eux-mêmes, les malades avec qui nous sommes en contact, puisqu'ils viennent nous voir. C'est à 80% des agriculteurs, ce qui est quand même un signe, donc il y a un lien qui est très fort. C'est également des riverains. 80% des malades qui viennent nous voir sont des agriculteurs. C'est énorme. Qu'est-ce qu'ils ont comme symptômes, comme maladie ? Eh bien, il y a toutes sortes de maladies. Il y a la plus répandue, c'est la maladie de Parkinson, à presque la moitié. Alors sinon, c'est des cancers, des lymphomes, myélomes, etc. Actuellement, il y a un très grave problème de l'eau. L'eau de consommation est de plus en plus polluée. Donc, il y a 2 ans, on alertait sur le fait que, par exemple, sur le département d'Ille-et-Vilaine, il y avait simplement 3% des masses d'eau de surface qui sont correctes. 3%. Oui, ce qui veut dire que 97% ne le sont pas. Je suis allé il n'y a pas très longtemps au Parlement européen et j'ai eu le plaisir d'y rencontrer un monsieur Garrigou, un professeur Garrigou, qui a démontré qu'en fait les équipements de protection individuelle ne servaient pas à grand chose et même dans certains cas c'était pire que de ne pas en avoir parce que on a maintenant des molécules qui sont tellement performantes qu'elles traversent le plastique. Et donc quand on est dans une cotte en plastique
et que on sue beaucoup et ça ouvre les pores. Et il a démontré qu'on avait jusqu'à 3 fois plus de pesticides dans le sang quand on avait des équipements de protection individuelle que quand on n'en avait pas. Dernier élément rapide, connaissez-vous la genèse des pesticides, l'historique? Écoutons Jean-Claude Juel, il est éleveur bio dans la région du Mont-Saint-Michel. L'histoire des pesticides, c'est après la Grande Guerre. La Grande Guerre, la 14-18, et il y avait à la fin de cette guerre un stock d'ammonitrate colossal, et ils se sont aperçus que l'herbe poussait grâce à cette poudre à canon, quoi. Et donc ils ont dit on va refiler ça à l'agriculture. Donc ils ont mis de l'ammonitrate à partir de 1919. L'ammonitrate, c'est de l'azote concentré, chimique. Ça déséquilibre les sols, ça tue les bactéries, ça déséquilibre la vie. Et donc de ce déséquilibre est née l'apparition des pesticides en 1925. La grosse poussée des pesticides, c'est après la Deuxième Guerre. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant et en même temps très obscur. Qui est donc à la tête de l'Europe à l'issue de la Seconde Guerre mondiale? Qui en est le premier patron? Un certain Walter Holstein, ex-nazi à qui Hitler avait notamment commandé un projet de grande Europe. Lui, ce qu'il voulait, Walter Holstein, c'est la mise en place rapide de l'Europe. Et il avait trouvé la technique, c'est par l'économie. On l'a vu, l'Europe s'est fait par l'économie. Ah oui. Parce qu'il s'est dit, si on fait par l'économie, les politiques vont suivre. Les politiques suivront. Pour moi, Walter Holstein, c'est l'artilleur de la PAC. Et les 30 Glorieuses, on l'a vu, avec le soutien des Américains, c'est la folie des engrais, c'est la folie, il n'y a plus de limite, des pesticides. Pour moi, la PAC, il faut la requalifier. On l'appelle la politique agricole chimique. Je parle beaucoup du traité de Rome parce que le traité de Rome, c'est le début de la PAC. Et lui, il a été un artilleur de l'Europe, de la PAC. C'est lui qui, vu ses 10 ans à la tête de l'Europe, il faut savoir que Charles de Gaulle pratiquait la politique du siège vide à cause de lui. Il a dit, là, vous avez le président de la Commission européenne, c'est quelqu'un du Reich. Je peux pas siéger à l'Europe avec quelqu'un du Reich, quoi. Il y a encore tant de choses à dire sur le sujet. Actuellement, 37 autres arboriculteurs sont dans ce cas, dans le cas de Christophe Biteau. Ce qui veut dire qu'il existe partout des pesticides dans l'air, que l'air est donc contaminé. Très bientôt, vous allez pouvoir retrouver les 4 personnes que j'ai interviewées, interview dans leur totalité. Conclusion, il n'est qu'à entendre les discours de certains syndicats de paysans pour s'en convaincre, mais aussi des politiques. Bien sûr, j'allais dire surtout. On cherche, au nom de la souveraineté alimentaire, c'est le nouveau narratif, à dédramatiser l'impact des pesticides sur le corps et sur la nature, alors que ces derniers font de véritables ravages. Faudra-t-il que tout le monde soit atteint d'un cancer dû aux pesticides pour que cesse enfin cette folie et que nous nous engagions vers un système à la fois résilient, respectueux de la terre, des agriculteurs et de ceux qui les nourrissent?